Bonjour à tous. On va juste attendre que tout le monde ait accepté. Donc, bonjour à tous, bienvenue à ce sixième webinaire d'une série de 12 organisée par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Je me présente, Julie Poulin, je suis directrice du développement de l'électricité renouvelable. Donc, avant de présenter notre conférencier d'aujourd'hui, j'aimerais vous préciser que vous pouvez inscrire vos questions dans le Q&R. Si le temps le permet, les questions qui s'adressent aux conférenciers seront posées. Les autres, là, on va leur répondre sur notre page Internet du ministère à la suite de la rencontre, donc dans les prochaines semaines. Donc, aujourd'hui, animée par Jean-François Thériault, qui est directeur de l'Alliance de l'énergie de l'Est, cette conférence porte sur les partenariats communautaires mis de l'avant par l'Alliance de l'énergie de l'Est. Monsieur Thériault traitera de leur raison d'être, du financement de projets, de la gestion des risques ainsi que des processus administratifs et réglementaires qui encadrent cette démarche et qui mènent, ultimement, aux bénéfices qu'en retirent les communautés. Donc, Monsieur Thériault, à vous. Merci beaucoup, Madame Poulain, pour l'introduction. Puis j'aimerais aussi, d'entrée de jeu, remercier le MEIA là, d'organiser ces rencontres. Je pense que ça facilite le partage de la connaissance là, à l'ensemble du territoire. Puis, ultimement, là, ça va favoriser la contribution de chacun dans le processus de transition énergétique qui est amorcé au Québec. Donc, merci à vous pour ça. Présentation personnelle, ben, tu sais, donc, j'agis à titre de directeur général de l'Alliance de l'énergie de l'Est depuis sa création, qui est quand même assez récente, là. Donc, l'entité juridique existe depuis 2023 seulement, mais les membres fondateurs, là, donc les régies intermunicipales de l'énergie de la Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent, existent quant à elles depuis 2009-2016. Et puis, j'accompagne les communautés de l'Est du Québec dans l'actionnariat de parcs éoliens depuis plus de 10 ans maintenant. Fait que la présentation que vous allez voir aujourd'hui est basée sur l'expérience acquise là, depuis le tout premier appel d'offres éolien communautaire là, à haut 2009, l'AO 2013, l'appel de proposition 2015 aux Îles-de-la-Madeleine, l'appel d'offres 2021, l'appel d'offres 2023. Puis je vous dirais que dans ces cycles-là, donc l'Alliance, on a acquis, puis les membres de l'Alliance, on a acquis l'expérience qui a évolué dans le temps, effectivement, puis qui a fait en sorte on a modifié nos façons de voir les choses, modifié nos façons d'apprécier le risque, puis d'apprécier les différents partenariats. Fait que comme Julie le mentionnait, donc la présentation d'aujourd'hui est principalement pour vous échanger avec vous sur les partenariats communautaires, mais principalement sur la façon qu'on gère l'investissement, mais aussi comment on va gérer l'incertitude ou le risque qui est associé avec ce type de projet pour lesquels on est peut-être un peu moins familier dans le monde municipal. Fait que je profite pour partager à l'instant la présentation. Et puis, donc, on voit là, que Michel Lagacé, le président de l'Alliance, a déjà fait une présentation là, dans le cadre de cette série de présentations le 12 décembre dernier, dans lequel peut-être certains d'entre vous avaient participé, puis pour lequel Michel a fait une présentation un peu plus exhaustive de qui est l'Alliance. Mais en bref, là, vous voyez que ça touche les territoires de Montmagny jusqu'aux îles de la Madeleine, donc les territoires de MRC de Montmagny, Lillette, de l'ensemble de la région administrative Bas-Laurentienne et celle de la Gaspésie. Puis, depuis là, les appels d'offres dont je vous ai parlé, on a quand même un portfolio de projets assez intéressant qui couvre une bonne partie du territoire. Pour l'instant, on a 4 projets en opération pour 326 mégawatts, qui sont les projets Plateau 2, Ronceau, Nicolas-Rio et Dunes-du-Nord. Et 1425 projets en développement avec nos différents partenaires qui sont un peu plus sur l'ouest du territoire, donc sur le territoire de Montmagny et dans le grand axe, là, Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata. Et un autre projet qui est un peu plus qui est dans la MRC de la Matapédia pour le projet Canton McNider. Donc, vous voyez à l'écran l'ensemble du portefeuille en opération développement. À ceci s'ajoute aussi la zone de développement éolienne structurante qui a été récemment annoncée avec Hydro-Québec, qui est sur le territoire principalement de la MRC de Kamouraska, qu'on appelle comme étant le projet de développement Watchausen.
qui pourrait ultimement apporter 1000 MW de plus à ce portefeuille en partenariat avec Hydro-Québec. Donc, l'Alliance, de façon générale, 209 communautés et collectivités dans l'Est du Québec. Comme je l'ai dit, l'ensemble des MRC, mais aussi de la Première Nation, Wolastoqey et Washipekuk, qui se partagent de façon similaire les investissements et les retombées économiques sur l'ensemble du territoire, sans égard à la situation géographique des parcs. Donc, l'idée, c'est d'avoir une vue globale d'ensemble pour s'assurer qu'on puisse traiter puis optimiser l'impact économique, social, environnemental de tous les projets, peu importe où ils sont situés sur le territoire, et on partage l'investissement, comme vous le voyez à droite, là, 60% pour la région intermunicipale du Bas-Saint-Laurent, 30% pour la région intermunicipale de la Gaspésie, puis 5% pour les MRC de l'île et Montmagny. Au final, considérant le nombre de MRC par régie, ça fait à peu près égal en termes de territoire de MRC, autour de 5 à 6% par territoire de MRC. On tombe plus dans le vif du sujet sur l'exercice de la compétence en énergie, puis c'est l'essence même de la présentation, à savoir comment on exploite cette compétence municipale qui est dévolue aux municipalités locales et aux municipalités régionales de comté de façon financièrement raisonnable et sécuritaire. Puis vous savez, au Québec, là, le monde municipal, puis je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous aujourd'hui qui est issu du monde municipal, on est convenu par plusieurs lois et règlements, notamment pour la loi sur les compétences municipales, puis celle-ci permet d'exploiter seul ou avec toute personne d'entreprise qui produit de l'énergie, de l'électricité par le biais de toute source d'énergie renouvelable. Cet article-là a évolué dans le temps. Au départ, on pouvait produire que de l'électricité par le biais d'hydroélectricité. C'était à l'époque où les municipalités ou les MRC fournissaient un service d'électricité à certaines communautés. A évolué dans le temps pour permettre la production d'électricité par le biais d'éoliennes. Et suite à des démarches à lesquelles on a participé intensivement, là, je crois que c'était autour des années 2021, on voulait s'assurer de pouvoir produire de l'électricité par le biais de l'énergie solaire. Donc, la loi sur les compétences a été modifiée pour maintenant permettre l'exploitation d'une entreprise qui produit de l'électricité par toutes sources d'énergie renouvelable. Donc, essentiellement, l'éolien, le solaire et l'hydroélectricité. Ce que cette compétence-là vous permet de faire, c'est principalement de vous endetter, avoir un règlement d'emprunt, pas pour investir dans une infrastructure municipale, mais bien dans une opération commerciale qui est d'investir dans une société qui produit de l'électricité. Puis donc, ce qu'on veut voir aujourd'hui, c'est, vous êtes habitué, le monde municipal, à gérer des projets d'infrastructure. Donc, vous êtes habitué de gérer des risques au sein d'un projet d'infrastructure, qu'il soit une infrastructure de traitement des eaux usées, une infrastructure, que ce soit un bâtiment municipal ou toute autre infrastructure. Vous avez les outils, vous avez la compétence et surtout l'expérience d'utiliser cette expertise-là pour diminuer les risques au fur et à mesure que vos investissements augmentent. Donc, on procède par jalons pour bien gérer l'incertitude financière. On identifie clairement les éléments d'incertitude. Puis, on investit au départ des fois moins d'argent, mais qui nous permet de diminuer significativement les incertitudes. Si on transpose ça dans un projet d'investissement commercial, donc dans un projet éolien, c'est le même principe. Donc, on veut s'assurer que plus notre investissement va avancer, moins on va avoir de risques associés à celui-ci. Puis, les jalons qu'on peut identifier, A, B, C, D, dans un premier temps, sont les jalons qui vont vous permettre peut-être de gagner un projet ou d'avoir un projet dans lequel vous avez l'opportunité d'investir. Fait que, dès le départ, je pense que ce qui fait baisser l'incertitude, c'est d'améliorer nos connaissances. Donc, acquérir des connaissances dans l'entité municipale qui est concernée. Aussi dénoncer ce qu'on souhaite faire. Donc, à partir du moment où on désire investir en partenaire égalitaire, ça vient déterminer qu'on aura un rôle significatif à jouer. Si on veut un investissement plus faible, ben, on vient en quelque sorte caractériser notre investissement futur, donc l'incertitude future. Par la suite, je pense qu'il
il y a un processus important qui est le processus d'approvisionnement en électricité qui va donner lieu ou non à une opportunité réelle d'investissement. Et à ce moment-là, c'est là qu'on va vouloir structurer notre démarche pour obtenir notre règlement d'emprunt. Les étapes A, B et C, faut comprendre que c'est des étapes qui, si on ne gagne pas de projet dans ce processus d'appel à projet ou d'approvisionnement-là, c'est pas des étapes qui sont perdues. C'est des étapes qui sont repoussées dans le temps. Toutefois, puisque ça va sortir de votre fonctionnement municipal, on veut s'assurer d'en limiter la teneur, mais ils sont essentiels pour se donner une idée de l'investissement dans lequel on voudrait participer. À l'étape D, c'est là qu'on va venir voir si effectivement l'opportunité se concrétise. Et à partir de E, F et G, c'est là où les investissements plus importants vont commencer. Et c'est là qu'on va vouloir réellement limiter notre risque aux éléments du projet. Donc, on devra mettre en place avec nos partenaires toutes les étapes qui vont mener aux obtentions des décrets, des permis, donc décrets et certificats d'autorisation. Puis avant le décret, je pense que c'est l'étape jalon la plus importante au sein du projet qui va venir déclencher nos investissements majeurs. Fait que, à partir du moment qu'on a un décret, ça veut dire qu'on peut procéder. Il y a encore des risques, mais qui sont des risques de construction qui sont plus liés, dans le fond, aux permis ou aux autorisations préalables. Donc, par la suite, F et G sont des étapes de projet standard où on va procéder comme un projet d'infrastructure à l'approvisionnement, à la construction. Puis, on va, à ce moment-là, mettre l'emphase sur nos investissements jusqu'à venir atteindre l'investissement majeur ou maximal dans le projet. Lorsqu'on va atteindre la mise en opération commerciale, c'est là, à partir de ce moment-là, où notre investissement court terme dans le monde municipal va se convertir en obligation long terme. C'est un peu ce qu'on va couvrir dans les prochaines diapositives. Fait que, les principes économiques liés à un investissement municipal dans un projet, on va dire un projet éolien pour l'exemple concret. Donc, votre investissement va se faire par le biais d'un règlement d'emprunt. L'investissement que vous allez faire dans le projet va donner accès aux bénéfices d'exploitation de la société. Donc, le projet va opérer, va payer ses propres frais d'opération et le résultat net de l'exploitation d'entreprise va permettre des distributions à ses partenaires dans les proportions définies. Et les distributions que vous allez encaisser par le biais de l'exploitation du projet éolien ou le projet d'énergie va vous permettre de rembourser vos obligations financières en lien avec le règlement d'emprunt, soit le capital et l'intérêt chaque année. Donc, les résultats nets de remboursement capital-intérêt, moins les frais de fonctionnement. Donc, vous allez capter les flux monétaires provenant du projet dans l'entité municipale dévolue pour cet investissement-là, que ce soit une régie, que ce soit une société que vous aurez créée pour vos partenaires municipaux. Donc, vous allez avoir quand même certains frais de fonctionnement, mais après avoir remboursé capital intérêt sur votre règlement d'emprunt, payé vos frais de fonctionnement à vous, comme entité municipale, ben, les flux monétaires libres seront libres d'utilisation à votre guise, que ce soit pour redistribuer à vos propres membres ou pour des fonds d'investissement régionaux, fonds municipaux, donc libre d'utilisation à l'entité municipale. Donc, le risque de quote-part, c'est toujours ça qu'on craint dans un investissement municipal ou dans un règlement d'emprunt, c'est est-ce que cet investissement-là va être autosuffisant pour rembourser les obligations financières à l'égard du règlement d'emprunt et dégager un surplus? Donc, c'est la grande question que vous vous posez probablement tous. Mais quand on structure bien notre processus d'investissement initial, puis qu'on gère bien l'incertitude en fonction des étapes jalons dans le projet, bien, le risque qu'on doive rembourser le règlement d'emprunt sans avoir accès aux flux monétaires du projet est très mince, mais il se limite aux éléments qu'on aura investis avant l'obtention d'un décret. Donc, un projet là, catastrophe qui aurait obtenu un contrat, la société se serait formée, mais que pour une raison X, Y,
le décret ne serait pas obtenu et le projet serait abandonné. C'est les seules sommes menant à ce décret-là qui ferait l'objet potentiellement d'une quote-part. Ou si vous avez un portefeuille de projets comme l'Alliance, ben, vous pourriez supporter cette dépense-là par le biais de vos autres investissements. Un projet de type d'énergie au Québec, du moins. Donc, concrètement, un parc éolien qui se construirait en partenariat avec une entité municipale. Habituellement, on le finance de deux façons. On le finance avec une dette sans recours et par la suite, on le finance avec des investissements ou des contributions en capital des partenaires. Donc, en ayant une dette dans le projet, on vient limiter, dans le fond, la contribution en capital requise par les partenaires, dont les partenaires communautaires. Et le fait d'utiliser un prêt sans recours ou une dette sans recours, ça signifie qu'on ne donne aucune autre garantie au prêteur ou au projet que l'argent qu'on aura investi. Donc, il n'y a pas de caution parentale ou de garantie municipale sur la base des actifs municipaux ou de votre capacité de taxation ou votre assiette fiscale. On ne donne pas ces garanties-là. La seule garantie qu'on vient mettre, c'est l'argent qu'on aura investi en contribution en capital. Puis ça, c'est important parce qu'on vient limiter l'exposition du risque. Typiquement, on va financer dans des proportions, là, on va dire 70-30 ou 20-80, là, dépendamment du contexte économique, où la dette auprès du prêteur va prendre une proportion importante, donc de 70 à 80 et la contribution en capital des partenaires, incluant la contribution en capital communautaire, va répondre à 20 à 30 des besoins en équité ou des besoins en financement du projet. Au sein de l'Alliance, on tend à voir d'un bon œil la présence de prêteurs. Donc, bien que les règlements d'emprunt municipaux ont souvent un taux d'intérêt plus faible que celui des institutions financières, certains pourraient être tentés d'avoir une plus grande portion, voire même de financer à 100% les projets d'énergie par le biais de règlements d'emprunt. D'une part, il faut comprendre que c'est des montants substantiels. C'est des projets qui vont dans les centaines de millions de dollars, voire le milliard pour certains. Donc, ça serait des fois difficile à justifier, même à faire approuver. Mais il faut voir le prêteur comme un gardien des flux monétaires. Donc, ils ont une expertise, ils connaissent le domaine, fait que ils sont en quelque sorte un partenaire additionnel pour vous. Les revenus annuels sont assez prévisibles, OK? Puis ils sont assez justes. Toutefois, comme on va voir aux prochaines diapositives, il y a quand même une notion de fluctuation dans le temps qu'on devrait prévoir. Puis comment on adopte une stratégie financière municipale ou de fiscalité municipale en lien avec les risques qu'on a énoncés, en lien avec le fonctionnement des projets dont on a parlé? Ben, une chose qui est importante, c'est, du moins à nos yeux, là, c'est du principe d'équité entre les générations de payeurs de taxes. Donc, on veut s'assurer que dans un projet de si longue envergure, on veut s'assurer que la génération de payeurs de taxes actuels n'auront pas un fardeau ou un risque qui différera de ceux qui seront des payeurs de taxes dans 10 ans, 15 ans ou 20 ans. Donc, on veut s'assurer d'avoir une période d'amortissement de règlement d'emprunt qui coïncide avec la durée de contrat d'approvisionnement, donc, par définition, qui coïncide avec les flux monétaires dans le temps. Ça, c'est un concept qu'on met de l'avant depuis le début au sein des investissements de l'Alliance. L'autre chose, c'est qu'on veut aussi s'assurer d'avoir des flux monétaires qui vont provenir des projets pendant la période où on aura des obligations financières à l'égard de nos règlements d'emprunt, soit capital et intérêt. Fait que c'est important là, quand on vient financer notre règlement d'emprunt au long terme, donc pendant la portion développement-construction d'un projet, on va utiliser, comme tout autre projet d'infrastructure, une facilité court terme pour héberger les montants issus du règlement d'emprunt.
Donc, quand on va venir financer au long terme notre règlement d'emprunt par le biais d'obligations municipales, on va essayer de faire coïncider la provenance des flux monétaires du projet avec le moment où on aura des obligations du règlement d'emprunt capital-intérêt. Donc, première tranche d'intérêt sur un règlement d'emprunt est 6 mois après son émission. Donc, on essaie toujours là, de faire concorder les périodes de flux monétaires en ce sens. Puis, je vous dirais que l'évaluation financière du projet doit prévoir une sensibilité dans la variation des revenus de la société dans le temps. Donc, avoir une certaine vision long terme de vos investissements parce que certains projets, des fois, vont avoir des besoins en capitaux ou des flux monétaires qui vont varier un petit peu dans le temps en fonction de peu importe la raison à l'intérieur du projet, là, que ce soit du réinvestissement majeur pour de la maintenance, que ce soit la façon dont la dette est sculptée à l'intérieur du projet. Donc, il y a une vision long terme pour prévoir d'avance la répartition des flux monétaires au travers des années. Ultimement, vous regardez dans le monde municipal quel est l'impact fiscal de mon endettement pour une infrastructure. Fait que donc, à gauche, on a la vision habituelle d'une infrastructure ou de l'impact fiscal quand on veut financer une infrastructure versus à droite l'impact fiscal lorsqu'on va regarder un investissement commercial dans l'éolien. Puis, tu sais, vous êtes habitué, là, puis on est habitué dans le monde municipal de regarder le financement d'une infrastructure par le biais de la taxation parce que habituellement, les infrastructures ne génèrent pas de flux monétaires. Donc, on va vouloir évaluer l'impact de notre règlement d'emprunt ou de notre investissement sur le taux d'endettement par 100 $ de RFU, sur l'indice d'effort fiscal, la charge fiscale moyenne, etc., là, ce à quoi vous êtes habitué, pour ultimement voir ça sera quoi l'impact sur l'assiette fiscale ou sur la taxation. Au sein d'un projet éolien, c'est très différent parce que les flux monétaires pour rembourser le règlement d'emprunt ne viendra pas de votre assiette fiscale, mais bien du projet lui-même et des flux monétaires qu'ils vont dégager. Fait que c'est important quand vous allez faire votre évaluation ou votre appréciation de votre règlement d'emprunt pour qu'il soit approuvé au sein de vos instances, puis au sein par le ministère des Affaires municipales, de bien démontrer votre gestion de risque au sein du projet. Donc, être bien clair quel sera le décaissement des flux monétaires ou de l'investissement avant d'avoir les permis, comme on parlait, là, le décret ou les certificats d'autorisation. De bien identifier quelles seront vos contributions au capital, donc à quel moment vous allez les décaisser, mais quel est votre besoin global. Bien sûr, démontrer la rentabilité du projet sur la durée de l'emprunt. Donc, s'assurer de démontrer qu'à chaque année, vous allez avoir assez de flux monétaires pour faire face à vos obligations. Peut-être au sein même de votre démonstration, voir comment vous pouvez en faire une utilisation prudente de vos flux monétaires encaissés. Des fois, on peut le faire par le biais soit de réserve, mais on peut aussi le faire par le biais d'analyse de sensibilité. Donc, si mon revenu baisse à l'intérieur du projet, puis le taux d'intérêt augmente sur les obligations municipales, est-ce que je dégage toujours une rentabilité au fil du temps? Et ultimement, donc, si jamais une année était plus faible en gisement éolien ou pour quelque autre raison d'exploitation, quel serait l'impact fiscal? Donc, quelle serait la quote-part à vos membres si pour une année donnée, on n'atteignait pas tout à fait les flux monétaires nécessaires pour le remboursement capital-intérêt de votre règlement d'emprunt. Puis, des fois, ça peut être intéressant de voir jusqu'au décret, donc à l'obtention totale de mes permis, donc avoir un projet dérisqué, quel serait le montant que j'aurais décaissé, puis ce serait quoi l'impact fiscal ou la quote-part de ce montant-là auprès de mes membres. Fait que je vous dirais, c'est un peu comme ça qu'on apprécie nos règlements d'emprunt, puis qu'on en fait la démonstration à nos membres et au ministère des Affaires municipales. Écoutez, ça termine ma présentation. Je sais qu'il y a énormément de contenu en très peu de temps. C'est un peu dans le fond, pour énoncer les risques ou énoncer les sujets plus que de les approfondir.
Mais je pense qu'on a quelques minutes là, si certains ont des questions que je pourrais tenter d'y répondre. Ben, Jean-François, merci beaucoup. C'est vraiment très intéressant. Puis je pense qu'effectivement, c'est une très bonne. Et c'est très bien que ça ait été enregistré. Là. Ça va permettre aux gens de pouvoir réécouter ce contenu là, qui était dense là, en information. Puis si on veut, si parmi ceux qui nous écoutent aujourd'hui veulent entrer en contact avec vous, peut-être juste de mentionner la meilleure façon de le faire pour poser, approfondir certains concepts ou poser d'autres questions plus techniques? Oui, donc vous pouvez vous rendre sur le site web de l'Alliance qui est alliance-est.ca, sur lequel vous allez trouver un lien là, pour nous rejoindre, soit par téléphone ou par courriel. Courriel général info@alliance-est.ca. Sinon, là, vous pouvez contacter soit Lou Landry ou moi. Euh, Vous allez trouver nos coordonnées assez facilement. Parfait. Ça marche. Fait qu'il y avait d'ailleurs là, la Société de développement de projets photovoltaïques, là, Soléo Énergie, qui voulait justement avoir vos coordonnées. Donc, j'ai quelques questions pour toi, Jean-François, mais il y en a qui ont levé leur main. Donc, je demanderai à ceux qui ont levé leur main là, de formuler votre question dans le Q&R en haut. Là. Donc, je vois 2 ou 3 mains levées. Là, si vous pouvez inscrire vos questions, puis c'est moi qui vais poser la question directement. Donc, j'ai une première question pour toi. Donc, dans certains projets, là, il y a des citoyens qui ont pas eu le sentiment que le projet était communautaire, mais plutôt que le projet bénéficiait à certains actionnaires, dont les autres municipalités membres de l'Alliance de l'énergie de l'Est, qui ont avantage en faisant partie de l'Alliance d'avoir plus de revenus, mais qui est quand même qui était plus loin des impacts locaux. Donc, la personne demande, c'est comment faire pour que les populations locales se sentent réellement impliquées et partie prenante de vos projets. Ben, c'est certain que au-delà de la retombée économique là, par le biais de l'actionnariat, donc au sein de l'actionnariat, on vient gérer les risques au sein d'un portefeuille qui fait en sorte qu'on a une diversification de revenus qui bénéficie à l'ensemble des membres. Par contre, on a une attention particulière dans la réalisation des projets, de le faire en collaboration avec les communautés d'accueil à plusieurs égards. Donc, en termes atténuation des impacts, on va avec nos partenaires à la rencontre des communautés. Je pense que cette semaine, là, on a rencontré juste à nous quelques centaines de citoyens là, pour plusieurs de nos projets qui sont dans un processus de développement. Je vous dirais qu'on s'assure de mettre en place des comités de maximisation de retombées économiques pour que lors de la construction, il y ait la plus grande utilisation des ressources locales, que ce soit des ressources matérielles ou humaines. Puis, on fait des portes ouvertes là, dès les premiers balbutiements d'un projet pour s'assurer d'aller à la rencontre de ces populations locales-là qui vont effectivement vivre les conséquences positives et des fois un peu plus négatives de la réalisation d'un projet éolien. Merci, Jean-François. Il y a une autre question qui est posée, qui fait beaucoup dans l'actualité présentement là, par rapport à la privatisation des projets éoliens. Donc, on, on- on te demande, est-ce que ce ne serait pas souhaitable de maintenir la propriété publique de l'énergie éolienne afin d'assurer les retombées plus importantes pour les municipalités en retirant les partenaires privés de l'équation? Écoutez, c'est une question intéressante, mais si on fait un pas de recul sur l'histoire de l'éolien au Québec, c'est plutôt l'inverse qui se produit. Parce que l'éolien est né au Québec avec des projets 100% privés. Donc, si on parle du 1000, du 2000 mégawatts, historiquement, les communautés n'avaient aucune participation, avaient ce qu'on appelait des paiements volontaires. Puis, c'est plutôt l'inverse qui est en train de se produire. On est en train de rendre publique la production d'énergie éolienne au Québec par la participation des communautés, comme l'Alliance le fait depuis 2010 dans les projets. Maintenant, en collaboration avec Hydro-Québec, fait un bon exemple, un de nos projets qui est le projet éolien de Madawaska, où Hydro-Québec est actionnaire à 33 l'Alliance est actionnaire à 30 et le partenaire privé EDF, qui est un partenaire de longue date de l'Alliance, est actionnaire à 33 Fait on s'en va justement vers utiliser l'expertise des privés, utiliser
l'habileté des privés, je vous dirais, la flexibilité de ces acteurs-là au bénéfice, justement, du public. Fait que je pense que c'est une combinaison super, super intéressante pour le Québec dans son ensemble, là, autant du point de vue énergétique que du point de vue des retombées économiques. Merci beaucoup, Jean-François. C'est très éclairant parce qu'effectivement, là, c'est quand même pas rien là, d'opérer un parc éolien. Là, donc, on comprend bien là, la combinaison là, de l'expertise de chacun des partenaires là, selon ton explication. Euh, une autre question, c'était est-ce que l'entreprise privée exploite le parc? Puis une sous-question à ça, est-elle un partenaire financier qui a droit aux revenus générés par le parc? Exactement. Donc, les partenaires, donc deux choses bien distinctes. Donc, le partenariat dans son investissement, dans sa détention, qui est souvent une obligation même contractuelle avec Hydro-Québec. Donc, dans les derniers appels d'offres, on a un partenaire privé qui va détenir, comme je viens de l'expliquer, peut-être des fois un tiers ou des fois 50 ou des fois dans des proportions différentes. Pour l'Alliance, on va des partenariats égalitaires. Donc, lorsqu'on a juste nous un partenaire privé, 50 de mise de fonds provient du partenaire privé qui lui donne droit à 50 des bénéfices, comme l'Alliance. Et lors de l'exploitation, puisqu'ils détiennent l'expertise, le partenaire privé se voit confier un contrat par la société pour exploiter le projet. C'est intéressant comme question puisque en étant actionnaire dans une même proportion que nous, le partenaire privé a les mêmes intérêts, donc de maximiser la rentabilité au sein du projet plutôt que de maximiser la rentabilité à titre de gestionnaire. Fait que de confier l'exploitation à son partenaire, c'est une façon d'intéresser les parties puis de partager les mêmes intérêts pour la durée du projet plutôt que de confier l'opération à un tiers. Et assurément, du moins nous, l'Alliance, on a l'expertise, on a une équipe dédiée à la gestion de nos partenariats, mais on n'a pas une équipe assez grande, du moins aujourd'hui. Peut-être dans 30 ans, on aura la discussion à nouveau, là, mais pour l'instant, on n'aurait pas les capacités de gérer de tels actifs. Excellent. J'ai une autre question qui probablement reprend tu sais, un peu les réponses auxquelles tu as données, là, mais juste pour être certaine qu'on a couvert toutes les facettes de la réponse à laquelle il s'attendait. Donc, quelles sont les parts du privé et du public au niveau de la gouvernance de la propriété des installations? Ça dépend. Donc, il y a certaines obligations à l'égard des différents appels d'offres. Donc, on a vu une évolution dans le temps des obligations qui ont été soit décrétées par le biais là, de décrets de préoccupation socio-économique par le gouvernement, qui exigent une participation au contrôle, donc qui exigent une participation dans les décisions. C'est le cas des derniers appels d'offres. Donc, on avait des obligations très précises à l'égard du contrôle, qui étaient de 50 pour la participation communautaire et privée. Donc, on se partage les décisions concrètement au sein d'un conseil d'administration de, on va dire, 6 membres. Mais si on détient 50 on a le droit de nommer 3 membres qui vont siéger au conseil et le partenaire privé de façon similaire. Donc, on se partageait les décisions à 50-50. Et par la suite, les investissements seront à la hauteur des attentes des partenaires communautaires. Puis c'est un peu ça le message, c'est que c'est important de définir chacune des communautés quelles sont vos aspirations, vos intentions, puis de les faire valoir auprès des partenaires privés en fonction de vos capacités de gérer ou de vos intentions. Au Québec, ça va entre 0 et 100 Donc, l'Alliance, nous, on se situe au milieu. On veut toujours des partenariats égalitaires, que ce soit un tiers ou 50. Mais il y a des exemples de projets énergétiques au Québec où, par exemple, la MRC Saint-Paul de Sorel détient 100% son actif puis l'exploite elle-même. Puis d'autres communautés ont des participations plus faibles. Donc, de là ma réponse, ça dépend. Merci. Une autre question. Pour l'accessibilité au territoire, l'entretien des chemins est important pour les activités récréatives. En quoi les projets éoliens améliorent cette situation? Oui, effectivement, bonne question. Donc, faut comprendre que
les parcs éoliens qui sont installés en territoire public, donc bénéficient là, d'une réserve superficielle, puis ultimement d'un bail pour l'emplacement des turbines, mais on ne bénéficie pas d'une utilisation exclusive du territoire. Donc, il y a vraiment une collaboration avec les différents usagers du territoire, que ce soit l'exploitation forestière, que ce soit pour l'utilisation récréative, autant pour la chasse, la pêche, que les véhicules motorisés tout-terrain. Donc, les parcs éoliens, pour les besoins du parc, vont maintenir l'ensemble du réseau routier pour accéder au territoire, bien que c'est un réseau qui est public. Donc, on vient bonifier la qualité du réseau. On l'entretient sur la durée du parc. Il faut comprendre que les parcs éoliens doivent à tout moment être en mesure d'apporter l'équipement pour réparer les infrastructures s'il y avait lieu. Donc, des fois, on doit mobiliser des grues, on doit mobiliser des fardiers pour apporter de l'équipement. Donc, on se doit d'avoir des chemins qui sont de première qualité en tout temps. Le tout se fait en partenariat, comme j'ai dit, avec soit les communautés d'accueil, lorsque c'est des chemins municipaux, et beaucoup avec les compagnies d'exploitation forestière lorsqu'on est dans un secteur là, qui fait l'objet d'exploitation. Merci. On a un peu dépassé notre temps, mais bon, je suis tentée de te poser encore une autre question. J'ai plein de temps. Comment concilier les usages entre l'éolien et l'agricole? Excellente question. Bien honnêtement, sur le territoire de l'Alliance, c'est moins une réalité puisque l'ensemble de nos projets sont en terre publique boisée. On a quelques exceptions en terre agricole ou en partie, mais c'est surtout de l'agroforestier. Donc, on a très peu, sinon pas du tout, de projets où c'est en territoire agricole proprement dit. Fait je vous dirais bien honnêtement, on n'a pas beaucoup d'exposition à cette réalité-là. Toutefois, je comprends que l'éolien, du moins, la surface utilisée par une turbine est quand même limitée. Okay? Donc, on parle de quelques acres là, pour le chemin qui mène à une turbine et ce qu'on appelle le crane pad en bon français. Puis, tu sais, je crois que puis ça, c'est une opinion bien personnelle, là. Je pense que l'agriculture, c'est un métier difficile de nos jours. C'est financièrement un défi. On voit de plus en plus je pense, d'agriculteurs qui délaissent le métier parce que c'est pas facile. Si l'éolien peut venir en aide aux agriculteurs pour bonifier leurs revenus en ayant des turbines sur leur terrain qui vont leur permettre de réinvestir dans leur production agricole, ben, je pense que ça peut être un win-win autant pour le Québec autant pour l'énergie que pour nos besoins en agriculture. Mais on ne le vit pas beaucoup au sein de l'Alliance. Merci beaucoup, Jean-François, pour toutes ces explications. La réponse à tes questions, très, très appréciée. Donc, on va passer, dans le fond, ça va être tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on se revoit le 4 février, là, de 11h30 à midi. On va accueillir M. Louis Calzado, qui est président directeur général de l'Association québécoise de la production d'énergie renouvelable, l'ACPER. Sa conférence portera sur le développement des parcs éoliens au Québec. Il abordera les phases de développement d'un projet, de la conception au démantèlement. Il traitera aussi des parcs réalisés à ce jour au Québec et de l'expertise québécoise qui s'est développée depuis l'avènement de cette filière énergétique. Donc, merci encore, Jean-François, et bonne journée à tous. Merci, ça me fait plaisir. Merci, au revoir.